Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Pharmagestion. Nous consacrons donc notre émission d'aujourd'hui à l'intéressement financier des salariés des officines. Vous le savez, le débat du partage de la valeur est de plus en plus d'actualité dans un contexte où le monde officinal peine à recruter et à retenir les talents. Il nous paraissait donc utile de revenir sur les pistes possibles, les leviers pour impliquer, motiver vos équipes, et c'est à vous les titulaires de décider au final ce qui vous paraît le plus pertinent. Maître Antoine Montan, bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour maître, vous êtes avocat et vous êtes directeur du département droit social de Fiducial Sophiral. Philippe Becker, bonjour. Bonjour Christelle. Vous êtes consultant pour le département pharmacie de Fiducial. Merci à vous deux d'être sur notre plateau. Philippe Becker, ma première question, elle est pour vous. On le sait, il y a différents moyens pour modifier les salariés. Les primes et l'intéressement en font partie. Concernant les primes, c'est une option pertinente parce que finalement, c'est un moyen de récompenser les équipes et il y a également des conséquences sur l'activité de la pharmacie. Alors, mais toute première question, c'est quels sont finalement les avantages et les limites de ces primes? Alors, traditionnellement, les pharmaciens, depuis très longtemps, pratiquent le versement de primes qui sont ce que j'appelle des primes individuelles. Primes individuelles qui vont être, et c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, et en particulier avec la crise sanitaire où il a fallu, on va dire, récompenser les salariés qui étaient impliqués dans ces moments un peu difficiles en officine. Donc, il faut rappeler que ces primes individuelles sont des primes qui sont cotisables pour l'employeur et fiscalisées pour le salarié. Donc, elles ont un coût. Grosso modo, si vous donnez une prime, suivant le statut du salarié, on va payer le pharmacien titulaire, l'officine, on va dire, va payer 35 à 40% de charges social employeur et le salarié va voir le montant de la prime réduit de cotisation salariale entre 20 et 22%. Et ajoutons d'ailleurs que pour le salarié, le montant de la prime nette, comme on dit, rentrera dans sa base d'impôt sur le revenu. Donc, il y a un coût global quand on fait ce type de montage. Si on le fait, c'est parce qu'on veut individualiser la prime, d'une part. Mais je pense aussi qu'il est très important, enfin, quand on me pose la question, je le dis souvent à mes clients pharmaciens, c'est qu'il faut que la prime fasse sens pour l'officine et puis pour le salarié. Il faut qu'il y ait un objectif au travers de cette prime. Alors évidemment, on a tout à fait le droit dans une pharmacie de donner la prime à qui on veut, sur les critères que l'on veut, ça, c'est pas à discuter. Mais de mon point de vue, si on veut faire quelque chose qui fasse sens, il faut que l'objectif soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit en adéquation avec la stratégie de la pharmacie. Il faut que cet objectif soit mesurable, bien évidemment facilement mesurable, qu'il soit accessible, c'est-à-dire bien évidemment pas mettre la barre trop haut en disant tu auras assez de primes si tu obtiens tel résultat, parce qu'effectivement ça peut être inaccessible, et puis motivant, c'est-à-dire que pour que le salarié y trouve un intérêt à aller sur cette prime. C'est ce que j'appelle le système PAM, pertinent, accessible, mesurable et motivant. C'est quelque chose que l'on reverra probablement un peu plus loin quand on parlera de l'intéressement légal, parce qu'en fait, ce cadre-là, c'est souvent le cadre dans lequel il faut qu'on fasse des primes si on veut qu'elles aient un impact à la fois positif pour le salarié et pour l'entreprise. On va effectivement y venir un petit peu plus tard, Philippe Becker. Maître, j'ai plusieurs questions. Alors déjà, est-ce qu'on peut payer des heures supplémentaires avec des primes? Et est-ce que vous voulez ajouter quelque chose en complément de ce que Philippe Becker vient de dire? Alors, sur ce que Philippe Becker vient de dire, non, c'est parfait. Je me permettrai pas. Non, en revanche, oui. Alors, la tentation est grande souvent de payer des heures supplémentaires avec des primes. Mais en fait, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que on nous dit très régulièrement, oui, mais mon salarié a accompli 2-3 heures supplémentaires, je vais pas le déclarer en plus, de toute façon, je vais lui payer des primes, elles seront chargées, donc je ne risque rien. En fait, non, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que il y a une obligation légale qui est très souvent sanctionnée par les tribunaux en la matière. Donc, si jamais on se retrouve dans cette situation et que le salarié vient à vouloir réclamer le paiement de ses heures supplémentaires, eh bien, le juge viendra condamner l'entreprise, donc l'employeur, à
à rémunérer ses primes, ce qui fait qu'au final, l'entreprise aura payé 2 fois les heures supplémentaires, une fois en prime et une fois en heures supplémentaires sous la pression du juge. Dites-moi, cette prime de partage, et là je lis la question qu'effectivement je voulais vous poser, vous m'excuserez parce que ça c'est assez technique. La prime dite de partage de la valeur, est-ce qu'elle est applicable en officine et quelles en sont les contraintes ? Oui, alors donc cette nouvelle prime qui a été mise en place l'an passé, qui est la prime de partage de la valeur, qui est en fait la succession de différentes primes qui avaient été mises en place par les différents gouvernements. Elle a été mise en place, on rappelle, par Nicolas Sarkozy. Par Nicolas Sarkozy, la première. Ensuite, il y a eu une évolution à chaque président de la République. Donc cette prime est ouverte à toutes les entreprises, bien évidemment, et donc notamment le pharmacien peut décider, par décision unilatérale, de verser une prime de partage de la valeur à l'ensemble de ses salariés. Quelles en sont les contraintes? Et puis il y a une question aussi à laquelle j'aimerais vous poser. Pardon, c'est quel est son montant? Est-ce qu'on sait, vous, à travers vos observations, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, il faut distinguer 2 choses. La première, c'est le fait qu'on peut distribuer cette prime qui sera exonérée jusqu'à un certain montant, c'est-à-dire 3 000 €, voire 6 000 € si on a un accord d'intéressement dans l'entreprise. Après, en pratique, on s'aperçoit qu'en général, les employeurs distribuent aux environs de 500 € par salarié chaque année. Philippe Baker, quelles sont les contraintes? Les contraintes, elles sont peu nombreuses. Elles sont liées simplement au fait que on doit respecter, je dirais, ces plafonds. Ça peut être une décision du pharmacien, donc il n'y a pas un formalisme, je dirais, particulier. On peut même aussi imaginer donner à certaines catégories, pas d'autres. Tout ça peut s'organiser au sein d'une officine. Bien évidemment, il est quand même préférable que ça soit collectif, à mon avis, pour l'ambiance générale. Maître, il y a des contraintes juridiques? Oui, alors la première, c'est notifier aux salariés la volonté de distribuer cette prime, où on va établir un certain nombre de critères qui seront en fonction de la durée du travail, de la rémunération, de la classification du salarié. Ça, ce sont les premières contraintes très formelles. La deuxième, c'est respecter ce qu'on appelle le principe d'égalité de traitement, c'est-à-dire que lorsqu'on distribue une prime, elle doit être distribuée à tout le monde. Dites-moi, là je m'adresse à vous deux, mais on le sait, associer les salariés aux résultats d'une entreprise, ça les motive, ça les responsabilise. Moi j'ai appris, et c'est vrai, je ne savais pas qu'il y avait l'intéressement légal et l'intéressement non légal. Maître, vous pouvez nous éclairer? Alors, l'intéressement légal, c'est un dispositif qui est très ancien, qui fait partie de ce qu'on appelle l'épargne salariale, qui va être mis en place là aussi, soit par décision unilatérale, soit par accord d'entreprise, qui présente des avantages fiscaux et sociaux particulièrement intéressants pour l'entreprise, qui a aussi une vocation de faire participer les salariés donc à la performance. Et puis, il y a ce qu'on appelle, parfois l'intéressement non légal, mais en fait, c'est un peu ce qu'expliquait Philippe en introduction, à savoir qu'on va décider comme ça, de façon totalement arbitraire, de distribuer une prime. Si on respecte les critères qui ont été développés précédemment, il n'y a aucun souci. En revanche, si on commence à distribuer une prime par-ci, par-là, là, on peut rencontrer des difficultés parce que déjà, ça va créer un climat social, en tout cas, ça risque de détériorer le climat social au sein de l'officine, puisque des salariés vont se dire, tiens, pourquoi moi et pourquoi pas lui, ou l'inverse. Et puis, il peut y avoir aussi, dans le cadre de contentieux, malheureusement, des salariés qui vont réclamer l'application de ce principe d'égalité salariale. Et là, on va devoir, évidemment, sortir le portefeuille. Dites-moi, qu'est-ce que vous conseillez, maître, aux pharmaciens titulaires pour mettre en place concrètement ce dispositif d'intéressement légal? Comment ils procèdent? Alors, déjà, il faut avoir un peu de recul. C'est-à-dire qu'une pharmacie qui ouvre cette année, on n'a pas de recul sur la performance de cette entreprise. Par conséquent, on va déjà s'adresser à des pharmaciens qui ont 2, 3, 4 ans, voire plus d'ancienneté pour voir quelles ont été les performances, l'évolution du chiffre d'affaires de la pharmacie, que ce soit sur les médicaments prescrits ou bien sur toute la partie commerciale. Ensuite, on va discuter avec lui, on va identifier quels vont être les leviers qui vont permettre de calculer l'intéressement. Ces leviers, ils sont au nombre de 2 grandes catégories. On va utiliser des critères comptables, par exemple l'évolution du chiffre d'affaires, ou bien des critères qualitatifs.
on a vendu tel type de produit en telle quantité. On a un site internet avec des appréciations Google sur l'accueil client. On va utiliser quelques critères objectifs. On va combiner l'ensemble de ces critères que l'on va vérifier sur une année entière et ce qui va permettre ensuite donc de définir une somme qui sera distribuée à l'ensemble des salariés, qui sera répartie en général en fonction de la rémunération et en fonction du temps de présence. Philippe Becker, je voudrais que effectivement vous rebondissiez sur les propos de Maître Montand. Comment se détermine la formule de l'intéressement? Bon, et puis finalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que ça doit être l'intéressement doit être le même pour tous les salariés? Moi, je pense notamment aux pharmaciens adjoints. Alors, en général, on simplifie la vie. On a un contrat d'intéressement qui est global. Sinon, ça devient très compliqué. Après, alors les formules, comme l'a expliqué fort justement Antoine Montand, on peut mettre des chiffres, on peut mettre du qualitatif, on peut mettre du quantitatif. On sait. Il y en a certains qui vont vouloir mettre également. Et là, peut-être le point important, mettre des éléments de rentabilité de la pharmacie. Ça veut dire, faut le dire à ceux qui veulent mettre ça en place, ça veut dire une grande transparence vis-à-vis des salariés, parce que votre formule, il va falloir l'expliquer, il va falloir que les salariés puissent la voir et la contrôler pour savoir si effectivement elle a bien été appliquée. Donc ça veut dire ouvrir ses comptes, une partie de ses comptes, peut-être donner le bilan. Donc il faut que le pharmacien qui s'engage dans cette voie-là, qui est de prendre par exemple des éléments de rentabilité, accepte de donner plus de choses. Quand vous êtes simplement sur, comme l'expliquait, le chiffre d'affaires, un volume de boitage, une progression, par exemple, de certaines gammes, la diététique, etc., on ouvre moins les comptes. On est simplement sur le logiciel de gestion officinale. C'est quand même beaucoup plus soft, on va dire. Alors, autre question, comment est payé l'intéressement légal ? Alors, l'intéressement légal, il va être calculé sur un exercice complet, ce qui fait qu'on le paiera le trimestre suivant l'exercice sur lequel on l'a calculé. Philippe Becker. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que suivant le mode de paiement, il y aura ou de la fiscalité ou pas de la fiscalité pour le salarié. Si le salarié encaisse immédiatement son chèque d'intéressement, ça rentrera dans son impôt sur le revenu. Les pharmaciens le savent souvent, ils sont souvent sollicités par des compagnies de placement, d'assurance, etc., qui leur proposent ce qu'on appelle un plan d'épargne entreprise. Donc, ça veut dire qu'on a la faculté de permettre aux salariés non pas de prendre cet argent immédiatement, mais de le laisser fructifier sur une sorte de compte épargne qui peut être investi dans différents produits. Et bien évidemment, si on respecte un délai de 5 ans, sauf éléments extérieurs, divorce, décès, etc., mais si on respecte un délai de 5 ans, là, il n'y a plus de fiscalité pour le salarié et il bénéficie, si le placement a été judicieux, d'une progression du montant de cet argent investi. Donc souvent, l'intéressement légal est combiné avec un plan d'épargne entreprise qui permet de maximiser. Bien évidemment, il faut retenir quand même qu'il y a des contraintes. Il y a aussi des gens ça dépend des catégories de salariés. Il y a des catégories qui préféreront payer de l'impôt mais avoir l'argent tout de suite. Et en général, les plus jeunes, parce qu'ils ont souvent un loyer, de l'immobilier à payer. Ceux qui commencent à réfléchir en termes de retraite, de complément de retraite, de revenus, seront plus intéressés par le plan d'épargne entreprise. Comment est-ce qu'on peut finalement résumer les avantages fiscaux pour les salariés et pour le titulaire ? Alors en fait, l'avantage de l'intéressement, déjà pour l'employeur, c'est que lorsqu'il verse 100, le salarié recevra à peu près 100, un petit peu moins, on va dire 95-100. Au contraire, lorsqu'il verse une prime, lorsqu'il verse 100, le salarié touchera à peu près 70 et l'employeur, lui, ça lui coûtera 130 au total.
Donc ça, c'est côté employeur, voilà quels sont les avantages. Côté salarié, les avantages viennent d'être expliqués par Philippe, très clairement, c'est-à-dire qu'on perçoit une somme, alors qui est le résultat du fruit du travail sur toute une année, donc c'est une somme qui est relativement motivante et satisfaisante, et elle est exonérée de cotisation de sécurité sociale, et le cas échéant, si elle est placée sur un plan d'épargne, elle sera exonérée également d'impôt sur le revenu. Bon, cette émission touche à sa fin. Un mot de conclusion, chacun. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui s'est dit? Maître, je vous en prie. Oui, moi j'attire juste une attention sur le fait que lorsqu'on décide de mettre en place de l'intéressement, il faut respecter un principe que l'on appelle, alors c'est un peu technique, mais que le principe de non-substitution, à savoir que on peut avoir pour habitude de verser une prime comme ça de temps en temps aux salariés, de vouloir substituer cette prime par l'intéressement. Et là, il faut respecter un délai de 12 mois, impérativement. Sinon, en cas de contrôle URSSAF, on aura une réintégration des sommes de l'intéressement. Philippe Becker. Oui, je dirais un peu la même chose sur la prime, sur le partage de la valeur. Elle ne doit pas se substituer à des primes habituelles. Ça doit être un plus dans le cadre de l'entreprise. Donc, vigilance. Les avocats et les experts comptables connaissent ces textes-là. On pratique ça au quotidien. Il faut nous interroger pour que ça soit bien encadré pour bénéficier de tous ces avantages sociaux et fiscaux. Merci à vous, Philippe Becker. Merci, Maître Antoine Montan, d'avoir été à mes côtés pour nous éclairer sur le sujet. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Pharma Gestion. Et d'ici là, prenez soin de vous.